Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver en ce jeudi midi. Mon nom est Cheyenne, je suis responsable marketing chez Nexus Innovation. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire Copilote en entreprise, adopter les bonnes pratiques pour 2026. Si vous avez testé Copilote en 2024 dans ses débuts, il se peut que vous soyez resté sur une première impression, on va se le dire, pas super positive. Et puis, pour être complètement honnête avec vous, de mon côté, j'avais des grandes attentes par rapport à tout le bruit, au marketing qui avait été fait autour de la sortie de Copilote. Puis quand je l'avais essayé à sa sortie, j'avais trouvé que c'était pas vraiment à la hauteur de ce qui nous avait été vendu. Puis si je dois être encore un petit peu plus honnête avec vous, je continuais d'utiliser ChatGPT à côté pour certaines tâches où je le trouvais plus performant que Copilote. Donc c'était un peu dommage là, vu que j'avais une licence payante puis que j'utilisais un outil tiers qui n'était pas connecté à mon environnement M365. Donc, si je me permets de vous raconter ça, en fait, aujourd'hui, c'est qu'en discutant autour de moi, je me rends compte que j'étais pas la seule dans ce cas-là. Donc voilà, au moins le mythe, il est brisé. Faut qu'on se le dise, là, en fait, quand on utilise ChatGPT, déjà, niveau sécurité, c'est pas l'idéal au niveau de la confidentialité des données que vous entrez dedans. Et aussi, en fait, on perd le bénéfice de Copilot parce que Copilot, l'avantage, c'est qu'il est directement intégré dans nos applications M365 qu'on utilise au quotidien. Donc, ça ne pouvait pas rester comme ça. Donc, ça, c'est pour la petite histoire, puis la mise en contexte. Et puis, nous, on l'utilise chez Nexus. On a donc des licences payantes. Puis, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un avant et un après avec Copilot. Il a énormément évolué au cours de l'année 2025. Puis, aujourd'hui, il est devenu très performant. Donc, notre premier conseil pour ce webinaire, c'est que si vous avez une licence et que vous l'avez un peu boudé ces derniers temps parce que vous étiez resté sur votre première impression, n'hésitez pas à aller le retester. Vous n'allez pas être déçu. Donc, notre objectif avec ce webinaire, c'est pas de vous faire un tutoriel technique parce que c'est pas une formation qu'on vous donne aujourd'hui. L'objectif du jour, c'est vraiment plus de vous partager le parcours idéal selon Nexus pour intégrer Copilot de manière sécurisée, efficace et surtout d'aller chercher à maximiser sa valeur dans votre organisation pour que ça soit un bel investissement pour toute votre équipe. Donc, on va voir ensemble les bonnes pratiques, les étapes clés puis comment aller plus loin pour que 2026, ça soit l'année où Copilot, ça devient vraiment un atout pour votre organisation. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille jeter un petit œil à l'agenda du jour pour voir comment on a décidé d'aborder le sujet aujourd'hui. Donc, on va y aller en 3 grandes étapes. Premièrement, l'avant-adoption. On vous propose de voir justement comment préparer le terrain pour une adoption qui soit sécuritaire et optimale si vous n'avez pas encore utilisé Copilot. Ensuite, vous allez voir les points essentiels à respecter pendant l'utilisation, donc pour pouvoir optimiser votre expérience justement avec Copilot. Vous allez voir qu'on va jeter un coup d'œil au portail Copilot, qu'on ira voir aussi le tableau de bord d'utilisateur de la console admin pour voir quelle est l'utilisation que vous en faites au sein de votre organisation. Et puis ensuite, on terminera sur la partie et après avoir adopté Copilot, qu'est-ce qu'on fait pour optimiser tout ça? Donc, on va profiter de ce moment justement pour aller voir comment aller plus loin, comment faire en sorte que Copilot, ça soit vraiment un avantage qui soit concurrentiel pour votre organisation. Puis, comme tous les webinaires à la fin, on se gardera un moment pour vous expliquer comment nous, Nexus, on peut vous aider et dans l'adoption de l'IA en général. Puis, on répondra à vos questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire là, à mettre vos questions dans la boîte de clavardage. Puis, je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure et on se gardera celles qui sont un petit peu plus larges, un peu plus grand public pour la fin. Donc, avant de débuter le webinaire, j'aimerais vous présenter mes collègues qui animeront le webinaire avec moi aujourd'hui. Ce sont tous les deux des fans de technologie, puis ça, vous allez vous en rendre compte à travers le webinaire parce qu'ils auront vraiment beaucoup de choses à vous partager. Donc, on va commencer par Fred, qui a son premier webinaire avec Nexus. Allô, Fred? Bonjour, ça va bien? Ça Yes, va donc, super. moi, c'est Fred. Je suis spécialiste agent IA, administrateur système et je suis aussi un geek passionné énormément de toutes sortes de technologies, mais entre autres, vous en aurez, vous vous en douterez, je suis passionné de l'IA. Depuis la sortie de ChatGPT, c'était en 2022 ou 2023, du moins 2 semaines après la sortie, j'ai tout de suite sauté sur cette technologie, je me suis imprégné. Et puis, depuis maintenant 1 an, je me spécialise vraiment plus dans la conception d'agents. Aussi, je me donne le devoir d'utiliser l'IA un maximum dans mon travail. Je considère maintenant que l'IA est un collègue de travail pour moi. Je sauve entre 25% et 50% de mon temps de travail grâce à mon
nouveaux collègues de travail. Fait que on va jaser un petit peu d'IA aujourd'hui. Joël? Yes. Je vais aussi me Super. présenter pour ceux qui ne m'ont pas connu dans les autres webinaires. Je suis conseiller en architecture M365 chez Nexus depuis environ 5 ans. C'est moi qui fais un peu la conceptualisation des solutions pour nos clients. Fred est un de mes bons collaborateurs dans tout ce qui est conception de solutions incluant l'IA. Donc, on a vraiment un département de données et de IA à l'intérieur de Nexus on peut créer les différentes solutions, mais souvent introduit avec les différents autres outils de M365. On vous en parle un peu aujourd'hui, pour voir comment tout ça se marie ensemble, puis c'est quoi nos diverses stratégies qu'on va mettre de l'avant pour ça. Mais c'est vraiment mon rôle là, chez Nexus. Merci à tous les deux pour la belle présentation. Puis la dernière présentation qui s'impose justement pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On est Nexus Innovation, on est une entreprise basée à Montréal, on est des experts Microsoft et on propose justement des technologies d'affaires infonuagiques. Notre mission à nous, c'est d'aider l'humain à travailler mieux sur ce qui compte. Et puis justement, l'IA vient nous aider à remplir cette mission. Donc, pour faire le pont justement avec l'IA, on a trouvé ça intéressant d'aller énumérer les défis communs auxquels se heurtent nos clients pour peut-être que vous vous reconnaîtrez dans certains cas de figure. Si c'est le cas, vous allez apprécier le webinaire parce qu'on a bâti justement le contenu de façon à répondre à ces grands questionnements, à ces grands défis. Donc, le premier, comme je le disais en introduction, c'est que nos clients nous rapportent souvent qu'ils sont restés sur une première impression négative de copilote et ils ont eu tendance à le laisser de côté. Il y a d'autres de nos clients qui n'ont pas encore fait le mouvement, qui sont en attente pour des préoccupations de sécurité et de confidentialité. Et ils se trouvent un peu désorientés car ils ne savent pas par où commencer avant de donner des accès à Copilote à toute l'entreprise par peur en fait justement qu'il y ait des informations confidentielles, sensibles comme les salaires ou des choses comme ça qui soient dévoilées avec une simple requête. Donc justement, Fred va vous présenter un petit peu comment faire attention à ce que ça n'arrive pas. Et enfin, on a aussi un gros volet sur la question de la rentabilité d'une licence copilote. Il y a beaucoup d'IA qui sont gratuites sur le marché. On a nommé ChatGPT, mais il y en a plein d'autres, hein, vous le savez. Il y a Gemini, puis tout ça. Puis il y a beaucoup justement de questions qui sont liées à la rentabilité. Donc, quelquefois, on peut mettre le pied sur le frein en se demandant si ça vaut vraiment le coup justement d'investir par rapport à l'utilisation que les utilisateurs au sein de l'organisation vont en faire. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir voir à travers le webinaire. Donc, voilà ce qui fait un petit peu le tour des défis qui sont rencontrés par nos clients. Puis, je te lance la balle, Fred, pour la suite, parce que je pense que tu vas être la meilleure personne pour nous présenter justement ce qu'il faut faire pour préparer l'environnement, parce que c'est toi qui le fais chez Nexus. Ah, ben voyons. Parfait. Good. Ben, avant d'adopter Copilot puis de l'intégrer dans votre tenant Microsoft, dans votre environnement Microsoft, il faut évidemment préparer le terrain. C'est pas très sorcier, mais allons-y, voir ce qu'on peut faire pour s'aider un petit peu là-dessus. Donc, comme on disait, c'est de préparer l'environnement puis le mettre Copilot ready. Ce que ça implique, c'est pas très compliqué en fait, c'est juste de l'hygiène de cybersécurité normale qu'on devrait simplement appliquer comme en 2025, des politiques d'accès conditionnel, du MFA, des choses comme ça. Fait que c'est commencer simplement par là. Ensuite, c'est vraiment de faire le tour des permissions qui sont attribuées à nos utilisateurs dans notre environnement. Donc, l'accès aux fichiers, l'accès aux données, c'est ce qui va donner le plus grand impact au niveau de la sécurité de Copilot. De cette façon-là, on va s'assurer que les informations qui sont véhiculées par Copilot à nos utilisateurs sont en fait contrôlées. Il faut savoir que Copilot s'intègre tellement bien avec le stack Microsoft que toutes les règles de gouvernance appliquées dans Purview vont transférer dans l'expérience Copilot. Donc, tout ce qui est les étiquettes de sensibilité, sans aller trop technique, mais les règles des LP aussi, toutes ces choses-là, exemple, si on a des fichiers qui contiennent des numéros d'assurance sociale, qui sont particulièrement étiquetés
pointés comme sensibles, ben, ils vont être gérés de la même façon que dans le reste de l'expérience Microsoft à travers Copilot. Donc, ces informations-là vont rester confidentielles si on a bien mis les bons filtres et les bons accès dessus. On a aussi l'alerting de Purview qui se transmet dans Copilot, c'est-à-dire que si Copilot dévoile des informations qu'on juge sensibles et qu'on a mis des alertes pour nous notifier lorsqu'elles sont dévoilées, ben, on va avoir la même expérience que si c'est par un courriel ou un autre canal de communication, dans le fond. Donc, c'est fully integrated, comme on dit en bon français. Puis, on peut même aller jusqu'à restreindre carrément l'accès à Copilot. Exemple, à un site SharePoint, on dit, regarde, peu importe l'accès des utilisateurs, on ne veut pas que Copilot accède à ce site SharePoint-là. C'est très simple à faire. Puis, en gros, dans le fond, je pense que ce que j'ai vraiment oublié de vous mentionner, c'est que Copilot utilise les permissions de l'utilisateur connecté. Donc, c'est vraiment ça la clé. Et puis, tant qu'on gère bien nos utilisateurs, Copilot suivra aussi. Non, si je peux un peu bouncer aussi là-dessus, c'est que qu'est-ce qu'on vient faire ou proposer lorsqu'on vient rendre un environnement Copilot ready, c'est qu'on s'assure aussi que l'accessibilité à la donnée, comme Fred vient de le mentionner, est vraiment propre au niveau de tout ce qui est documentaire. Donc, on parle de SharePoint, mais on parle aussi de toutes les autres panoplies de contextes documentaires qu'il pourrait avoir au sein de votre environnement, parce qu'on sait pertinemment que toutes ces restrictions-là ou ces sécurités-là vont aussi être appliquées au niveau de l'accessibilité Copilot. C'est le moto là, en fait, de tout ce qui est Microsoft face à Copilot, c'est un des gros avantages et il s'assure comme quoi que l'information qui est dans votre environnement est restée et est conservée en termes de sécurité. Yep. Je pense qu'on peut passer à la prochaine slide, Cheyenne. Yes, sir. Fait que dans le fond, pour valider si on est un peu bien préparé, ben, Microsoft nous donne tous les outils qu'on a besoin. C'est assez simple. On va vous partager là, après le webinaire là, un lien qui vous mène vers une checklist simple que vous allez pouvoir remettre à vos administrateurs TI. Puis, en fait, c'est plein de conseils, c'est des checklists de choses à faire. C'est des choses comme de créer des groupes d'utilisateurs pilotes test pour tranquillement introduire Copilot, donner le temps à tout le monde de bien se roder, comme on dit. Développer un plan de communication aussi, s'assurer qu'on gère bien le changement à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est des choses que Microsoft adresse. Puis c'est assez no-brainer quand on lit la documentation. C'est comme suivre une recette, dans le fond. Fait que, quoi dire de plus? Microsoft met tout à notre disposition pour bien faire, incluant plein de portaux qu'on peut aller consulter pour toutes sortes de métriques qu'on va avoir la chance d'aller explorer un peu tout à l'heure. Bon, parlant de portail, c'est ça, la console d'administration Copilot, dans le fond, ça permet à vos IT admins, puis en fait à peu près à n'importe qui que vous donnez les accès, d'aller voir facilement qui a des licences, mais aussi gérer voir les stats, dans le fond, l'utilisation, puis voir les accès aussi que les agents ont à travers le tenant. Fait que c'est vraiment une console qui est plus que complète, là. Ouais, c'est ça. Quoi dire de plus? Il y a vraiment tout ce qu'on a besoin de savoir. Les scores d'adoption, d'ailleurs, que je suis assez fier. Là, on voit le 84% chez Nexus. On a de quoi être fier. Puis, ouais, c'est vraiment un endroit qui est à explorer. Je pense que même si vous n'avez pas de licence puis vous avez des accès, vous pouvez aller dans l'admin center, admin.microsoft.com, dans la section copilote, comme vous pouvez voir. Puis, juste naviguer. Donc, une fois qu'on a mis les choses en place, qu'on a validé qu'on a les bons accès ou qu'on a les bonnes permissions, je veux dire, d'attribuer, puis qu'on est ready to go, il faut évidemment implémenter Copilot de façon intelligente.
Moi, je pense, puis la plupart des gens seront probablement d'accord avec moi qu'une licence gratuite, probablement, est la bonne chose pour débuter. La licence gratuite, en fait, c'est le fameux, ils appellent ça Copilot Chat, en date d'aujourd'hui, du moins. Ça pourrait changer à tout moment. On connaît bien Microsoft et les noms de ses produits, mais en gros, il faut savoir qu'avec les licences comme Business Premium, E3, E5, la plupart des licences là, M365 de Copilot de Microsoft vont avoir la version gratuite de Copilot d'inclus. Donc, ça donne accès évidemment au chat. On a un chat history. On peut faire nos propres agents personnalisés. On va en parler un petit peu plus tard. Puis, ça reste assez limité comme expérience, mais tout de suite, il y a un gros gain de valeur. Moi, je vous dirais que la plupart du temps que je sauve dans mon utilisation de l'IA, c'est beaucoup à travers le chat, la pose de questions, la recherche web. Je sauve énormément de temps avec ça. Fait que c'est toutes des choses que vous pouvez faire avec votre licence gratuite. Les agents qui sont aussi développés par votre organisation ou dans Copilot Studio, par exemple, peuvent être accessibles aux utilisateurs qui ont la licence gratuite avec quelques petites restrictions. Le paiement à l'utilisation, le fameux Pay as you go, dans le fond, c'est la deuxième solution qui est bien. Ça inclut tout ce qui est gratuit, sauf que justement, lorsque vous déployez, exemple, un agent fait dans Copilot Studio qui va être connecté sur SharePoint, par exemple, on appelle ça grounder un agent dans votre infrastructure Microsoft. C'est là qu'il va falloir commencer à payer un peu. Et puis, on peut y aller avec le Pay as you go. Donc, vos utilisateurs utilisent certains agents une fois de temps en temps. Ils payent à la demande. C'est bien pratique dans beaucoup de cas. Il y a aussi, évidemment, la version full payante qui est quand même très, 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 qui a une grande valeur, selon moi. Il y a tellement de features en passant par des suites créatives. Joël va vous en parler un petit peu plus tard de tout ça, mais on a vraiment une intégration complète avec le stack M365, donc toute la suite Office, mais aussi on a une consommation illimitée de messages si on utilise des agents faits dans Copilot Studio qui sont groundés, encore une fois, sur vos informations, sur votre infrastructure, dans le fond. Super, merci Fred. Je te passe ta balle, Joël, pour nous parler de l'optimisation pendant l'expérience. Yes, mais écoute, on commençons avec ça. Puis merci Fred aussi d'avoir présenté ça. Je suis bien juste un admin TI pour être excité par les portails d'administration, tout ça. Ouais. Chacun sa bataille, chacun ses dada. Moi, qu'est-ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est principalement, une fois qu'on a déployé Copilot, bon oui, c'est la première grande étape, mais par contre, c'est comme pas suffisant pour aller vraiment chercher le maximum de ce que vous allez investir à ce niveau-là. La majorité de notre travail est principalement au niveau de on le met à disposition, mais aussi on accompagne nos utilisateurs. Puis je pense que je vais essayer de pouvoir comprendre un peu les différents avantages qu'on peut aller chercher là. T'sais, à la base, Microsoft l'a quand même déjà bien compris. Ils mettent à notre disposition une panoplie de ressources clés. Puis on va un peu explorer ces ressources-là, puis on vous en donne additionnellement aussi. Ici, on vous présente ce qui est disponible, donc l'Académie Microsoft Copilot. En gros, ce que c'est vraiment une panoplie de ressources interactives qui sont disponibles totalement gratuitement à travers Viva Learning. Viva Learning, c'est une application de connaissances ou d'apprentissage qui est disponible dans Teams, mais aussi à travers son propre portail. On pourra donner plus d'informations aux besoins là, à ce niveau-là. Ce que vous allez retrouver vraiment dans cette académie-là, concrètement, c'est des formations sur les invites, les prompts adaptés, comme vraiment pour apprendre à utiliser l'outil. Puis, il y a une sorte de tutoriel qui vous mène à travers ce parcours-là. C'est vraiment quand même très le fun. Il y a un contexte de progression, un contexte de jeu un peu à travers ça. Ça permet à nos gens d'acquérir le réflexe de se dire, hey, écoute, le questionnement là, comme standard, c'est est-ce que je peux utiliser l'IA pour ça? Est-ce que je peux utiliser l'IA pour ma connaissance ou ma tâche? Puis nécessairement, ça va venir stimuler cet engouement-là puis on veut que l'IA devienne un peu une partie de la routine finalement des gens, qu'ils se posent la question, OK, bien à ce moment-ci, je vais pouvoir rentabiliser mieux ma licence ou juste l'IA en général, parce que Fred a mentionné comme quoi qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont relativement considérées gratuites, même si on paye à travers la licence. Je vais aussi vous demander, parce que dans plusieurs des cas, on peut se demander à l'IA,
qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Puis c'est une chose que je fais fréquemment à ce niveau-là. Des fois, je suis comme, voici ma tâche ou les différentes tâches que je dois faire dans ce projet-là. Qu'est-ce que tu peux m'aider à faire à travers ça? Puis c'est quand même intéressant parce que même cette formation-là vous propose un peu de faire exactement cela. C'est quand même très intéressant comme truc qui est offert par Microsoft, puis on vous invite à aller l'explorer. Oui, puis Joël, si je peux faire un petit peu de pouce là-dessus, c'est la notion de demander à l'IA ce qu'elle peut faire pour vous. C'est pas un réflexe qui est inné habituellement, mais pour travailler personnellement avec plusieurs agents différents, des nouveaux agents parfois qui me sont poussés par des collègues, quelque chose comme ça, simplement demander à l'agent ce qu'il peut faire pour vous, puis il va vous lister toute la patente. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger, là, comme ouais. Ouais. Puis j'aimerais votre attention aussi sur le contexte de formation sur les invites, les prompts. C'est être en mesure de créer un prompt, donc une commande à l'IA qui est structurée, puis est claire, puis qui va vraiment atteindre votre objectif. C'est une science en soi. Fred a même fait une formation complète là-dessus, là, à ce niveau-là, pour les gens ici à l'interne chez Nexus, puis on la propose en tant que service qu'on offre. Mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment là, qui va vraiment changer l'utilisation carrément de l'utilisateur. Il y a des templates ou des gabarits qui sont plus efficaces que d'autres parce que nécessairement l'outil comprend mieux certaines commandes à ce niveau-là. Et ça, il y en propose à ce niveau-là dans Viva Learning. Oui, puis c'est pas sorcier, il ne faut pas avoir peur de se lancer un peu dans le prompt engineering non plus. C'est vraiment pas sorcier. Exact. Tout ce que Microsoft propose, excellent. Écoute, il y a vraiment beaucoup de bonnes ressources. Nexus a quand même pris la peine de générer ses propres conseils, puis on vient un peu complémenter ça. On a 3 leviers qu'on utilise souvent là, pour vraiment aider nos clients à promouvoir plus l'IA à l'intérieur de leur entreprise. Le premier levier que j'utilise systématiquement, c'est de vraiment créer une communauté copilote. Donc, à ce moment, on ouvre un peu un canal là, qui est dans Teams souvent pour s'assurer comme quoi les gens aient un espace où ils peuvent partager principalement leurs astuces entre eux, mais aussi que vous pouvez dire, hey, cette astuce-là, on la partage une fois semaine juste pour générer de l'engouement, générer de la visibilité sur des prompts que les gens ont utilisés, puis c'est intéressant. On utilise ce canal-là aussi pour recevoir, c'est quoi le retour sur l'expérience. Dans ce moment-ci, les gens viennent et dire, hey, j'ai utilisé ton prompt, puis voici ce que j'en ai retiré, et ainsi de suite. Donc, ça peut générer beaucoup de discussions et de questions-réponses un peu. C'est vraiment un endroit où on veut s'assurer comme quoi d'avoir nos différents sponsors, nos différentes personnes un peu techno, plus geeky, nos Fred de ce monde, là, Ouais. on leur donne un peu les clés de cet espace-là, puis on les voit un peu interagir ensemble. Ça peut nous donner la puce à l'oreille sur à quel point est-ce que l'IA bouge bien dans notre environnement, on peut dire ça comme Oui, ça. puis je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir justement des geeks d'être allumés par cette technologie-là, puis de se sentir motivés au travail, puis de sentir qu'ils ont une espèce de mission qui leur est vraiment chère. J'ai pu voir une couple de personnes, toi aussi, Joël, tu étais un petit peu avec moi là-dedans. Fait que oui, c'est vraiment pas à négliger. Vous allez voir vos petits geeks là, sortir dans votre entreprise, puis c'est une belle opportunité de les mettre à contribution. Deuxième levier qu'on utilise beaucoup, c'est que ce soit à travers une publication dans l'intranet, une publication dans Teams ou ainsi de suite, c'est vraiment de faire une sorte de démonstration d'usage concret. Tu sais, 3-4 étapes bien simples qui donnent un peu associé à votre flot de travail de base, puis qui donnent un peu une idée de comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'IA. On parle ici de dire, est-ce que tu sais qu'après une rencontre, tu peux faire une sorte de résumé de ta rencontre, puis après poster cette information-là dans telle information, puis là, ça va se faire une synthèse, puis donner comme donc un sorte de flow, ça donne une direction à l'utilisation directement. Puis, on peut voir aussi si les gens abordent ou tentent de le faire. Je pense que c'est intéressant. Puis, c'est souvent stimulé par le retour sur l'expérience le premier levier. Donc, souvent, les gens, retour sur l'expérience, j'ai aimé faire cette chose-là, bien, on le démontre à tout le monde, puis on s'assure comme quoi que c'est bien compris. Qu'est-ce qu'on vient faire aussi finalement? C'est de proposer des sortes de laboratoires en groupe. Donc, c'est des ateliers faits de 30-45 minutes où on s'assoit, on s'assure que les gens, soit ont bien compris les différentes démonstrations qu'on a proposées, ou on vient mettre en lueur l'utilisation bien précise. On prend un cas d'utilisation qu'on veut identifier ou qu'on veut promouvoir au sein de notre entreprise. On s'assure que les gens
qu'on prenne les bons prompts ou prendre la bonne structure de prompt pour le faire. Puis ça nous permet aussi de déceler certaines fonctionnalités qui sont moins bien comprises ou des choses qui sont pas bien faites par nos utilisateurs. Puis ça va un peu avec les prochaines slides qu'on va vous démontrer. Quand je dis on met en place une bonne pratique, on stimule l'utilisation, on ne sait jamais vraiment si c'est vraiment utilisé, mais c'est pas le cas maintenant. Avant, on n'avait comme pas d'idée si c'était bien utilisé. Microsoft commence à nous mettre des informations comme ces graphiques-là à notre disposition. Ce que c'est vraiment, c'est une vue macro et micro de l'utilisation de nos licences copilotes à l'intérieur de notre environnement. Et ils ne vont pas juste à dire, mettons, ben, voici le sujet des emails, voici le sujet des documents ou des Teams. Ils vont vraiment spécifiquement, chaque fonctionnalité, ils vont établir est-ce que nos utilisateurs utilisent ces fonctionnalités-là. C'est quand même super intéressant pour aller déterminer est-ce que nos licences sont bien exploitées. Est-ce que c'est seulement une minorité de nos licences copilotes qui sont vraiment en action? Puis est-ce qu'il faut ajuster notre stratégie pour, exemple, soit réduire notre nombre de licences, augmenter notre nombre de licences sur certaines situations, et ainsi de suite? Je pense que c'est assez important aussi de déterminer c'est quoi les fonctionnalités qui sont les plus populaires, pourquoi. On peut identifier ce qui apporte le plus de valeur, capitaliser un peu sur cette situation-là. Ça nous permet aussi de voir, en général, où est-ce que les gens sont plus à l'aise. Si on avait juste exemple dans Teams, puis pas du tout dans l'email, ça serait peut-être de promouvoir un peu une situation dans l'email, puis montrer qu'est-ce qui est pas utilisé, ou du moins s'il y a des choses qu'on décèle qu'il y a beaucoup de valeur à cet endroit-là, peut-être de faire un peu cette promotion-là à travers nos formations, et ainsi de suite. Oui, puis de regarder ces stats-là aussi, Joël, comme on en parlait, on regardait notre dashboard, puis on regardait des features qu'on pensait qu'elle allait être vraiment utilisée. C'est quoi tu disais, donc, Joël? Je pense les Summarize Chat and Channel Conversation. Personne n'utilise ça. On pensait que ça allait être un feature, le fun. Finalement, on se ramasse à faire beaucoup de résumés de meetings avec nos licences. Je vois aussi Generated Email Drafts. Pas tant que ça. Souvent, on va penser que c'est des features qui sont qui sont les go-to, ce qu'on fait en premier. Puis c'est là qu'on se rend compte quand on regarde toute cette map-là, à quel point chacun des utilisateurs peut l'utiliser de façon différente, puis que la communauté alentour de l'utilisation devient importante pour partager le knowledge, comme on dit. Oui, puis ça nous permet de voir aussi les fonctionnalités qui sont sous-utilisées. Moi, j'étais très surpris dans Word, l'application. J'étais comme, hey, ça va être utilisé. Moi, je l'utilise à côté pour rewrite, pour réécrire certains paragraphes. Puis je suis comme, il n'y a pas grand monde qui font ça. Puis pourtant, c'est très, très efficace. Donc, à ce moment-ci, c'est pour là qu'on va peut-être pouvoir mieux utiliser, mais mieux former les gens aussi juste majoritairement à apporter vers un réflexe intéressant, puis avoir une meilleure idée de notre ROI, là, je pense, à ce niveau-là. Mais la prochaine slide va nous donner aussi une idée sur le contexte de rentabilité. Parce qu'à plus haut niveau, qu'est-ce que Microsoft vient faire? C'est qu'il vient nous exprimer un score global d'adoption. Donc, vous voyez sur 100 ici, puis ça reflète un peu selon les activations de licence, selon les fréquences d'usage, selon la diversité des différents scénarios qu'on utilise, ils viennent nous scorer à la semaine. On voit surtout évoluer la tendance de ça. Donc, est-ce que c'est la hausse? Donc, ce c'était 5,4 points dans les last 30 jours à ce moment-ci. Puis 84 points, là, c'est comme un score de fou là, de notre côté. On était bien faire de cette situation-là. Parce que ici, qu'est-ce qu'ils viennent nous offrir aussi? C'est un peer benchmark. Peer benchmark, c'est le score moyen des licences, pas des licences, mais des entreprises comparables à nous, soit en termes de nombre de licences, en termes de secteur, en termes de quoi d'autre? De taille, c'est ça. C'est des données anonymisées que Microsoft rend disponibles, donc il n'y a pas de naming ici. C'est pas être une sorte de leaderboard ou de compétition vraiment, c'est plus vraiment un indicateur pour dire est-ce qu'on est en retard sur le marché, est-ce qu'on l'utilise plus que les autres, est-ce que c'est ça ici. L'utilisation n'est pas un gage de bonne utilisation, mais avec les bonnes pratiques qu'on met en place, on va sous-entendre comme quoi que ça, il y a une rentabilité puis qu'il y a une utilisation qui est favorable. On va quand même se fier au retour sur l'expérience de nos utilisateurs ou des utilisateurs pour pouvoir gérer tout le temps.
Oui, puis on voit, là, encore, je reviens sur le score que je suis très fier. Je veux dire, Nexus, on s'est donné l'objectif de devenir AI first. Ben, je pense on fait pas juste parler, on le démontre aussi quand je regarde notre dashboard copilote. Vraiment, nos utilisateurs sont très impliqués dans la découverte et l'adoption de l'IA. Ça, c'est sûr. Mhm. Du côté du développement, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est que quand on vient aider un client dans son utilisation copilote, on prend ce score-là comme étant une référence. Donc, dans un contexte sous 25, là, on sent que les gens sont en mode encore adoption. T'sais, ils ne sont pas encore en train d'être vraiment aptes à utiliser Copilote ou comme si c'était vraiment un outil de base. Mais plus que le score va monter, plus qu'on va être à l'aise de leur proposer des scénarios plus compliqués, plus raffinés en termes de maturité organisationnelle sur l'utilisation de copilote. Fait que je pense que ça, c'est quand même un bon indicateur pour vous de savoir, avec le temps, est-ce que mes gens s'approprient bien la technologie, puis viennent un peu, comment loin je peux aller dans l'utilisation de copilote? Parce que vraiment, là, on vous parle des fonctionnalités qui sont, on va dire, natives ou de base quand même, mais on peut pousser dans d'autres scénarios, puis on va en parler un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on vient faire aussi, c'est que je pense que personne sera en mode ne pas savoir ce qu'on regarde en ce moment. C'est vraiment le portail copilote que Microsoft s'est fait un plaisir de nous amener là, le plus souvent possible. Euh, on vous invite vraiment là, à essayer de le comprendre le plus possible parce qu'il y a quand même beaucoup de points d'accès qui sont là intéressants. Puis si je peux vous apporter à un endroit spécifiquement, c'est dans le voir plus. Le voir plus, c'est en bas à droite, l'endroit où ce que vous allez voir énormément d'options pour vous proposer des invites ou des prompts qui ont de la valeur. Donc, selon votre jeu, c'est juste pour l'explorer, ça vous donne un peu des idées sur qu'est-ce que Copilot peut faire pour vous. C'est assez rapide, là, c'est vraiment juste de regarder. Puis en bas, vous allez même avoir une sorte de galerie de requêtes Copilot. Ces galeries-là vous donnent vraiment une manière de rechercher par type, puis de sauvegarder des requêtes que vous appréciez puis que vous gardez. C'est vraiment une manière de structurer son travail. Moi, je sais que j'ai plusieurs requêtes que je fais souvent, même qu'avec mes propres descriptions un peu. Puis je sais que j'ai eu des bons retours sur ces requêtes-là, fait que je les garde en mémoire. Puis ça reste quand même une manière là, de se garder comme des favoris, mais au niveau de nos requêtes. Je vais vous parler aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on vient faire, là, c'est que dans ce portail-là, on divise deux suites spécifiques. Donc, la suite plus productivité, puis la suite de créativité qu'on vous parle juste après. Ce que je vais vous parler spécifiquement ici, c'est la différence entre des agents spécialisés, imaginés par Microsoft, puis vos agents personnalisés que vous-même, votre organisation, vous avez fait. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire aussi au niveau... Microsoft est venu vraiment implanter certains agents. Puis quand on parle d'agents, c'est vraiment un outil qui a une connaissance puis une direction dans comment il va travailler. Donc, les agents spécifiques, ils sont tous ici en bas à droite, puis vous pouvez les explorer là, directement dans le portail. Ceux notables sont vraiment ceux pour créer des automatisations, donc le Workflow Agent. Celui pour créer les pages SharePoint, très efficace. Moi qui est un homme de SharePoint dans l'âme, ça me fait du bien que de pouvoir designer des pages SharePoint à travers ça. Puis tout ce qui est l'analyste, qui vous permet d'analyser un cas plus complexe, puis qui rend de pousser une réflexion assez loin. Oui, puis je dirais même des fichiers Excel complexes. Je m'en sers beaucoup pour ce genre d'analyse-là aussi. Là, c'est vraiment là, part là-dessus. Ouais. Je suis d'accord que ça ici, si vous avez des fichiers vraiment à creuser, puis même analyser des documents comme de Word, puis pousser la réflexion plus loin, il est quand même très fort à ce niveau-là. Puis celui que tu parlais tantôt, Fred, qui est vraiment celui que moi aussi j'utilise fortement, c'est celui pour la recherche. Donc, celui pour la recherche est très, très vaste. Il vous permet d'aller comme faire des références vraiment ailleurs. Puis on est loin de la recherche Google, là, vraiment.
Ouais, non, c'est ça. Tu sais, moi, c'est un des bons cases que j'aime parler quand j'utilise le researcher. Exemple, c'est en tant que sysadmin, des fois, je veux voir s'il y a eu des changements de prix ou s'il y a des changements de prix Microsoft qui s'en viennent ou qui ont été annoncés. Puis c'est souvent, il y a beaucoup de place pour aller trouver de l'information de Microsoft. Donc, c'est le genre de truc que je vais utiliser le researcher pour faire vraiment une recherche web approfondie. Puis après ça, avoir un document très détaillé sur la question qui m'intéresse en fait. Donc, pendant que le researcher part quelques minutes faire son travail, il me pond une belle documentation. Moi, je suis en train de faire autre chose. Puis je reviens. Puis là, après ça, je peux aller valider les liens sur Internet pour m'assurer que les réponses sont bonnes, mais ça sauve beaucoup de temps, ouais. Ouais. On parle aussi d'agents personnalisés. Donc, c'est des agents que votre organisation a créés. Ça se fait très bien à travers Copilot Studio, à travers d'autres systèmes aussi, d'autres méthodologies que Microsoft offre environ 5 manières de faire des agents. Là, parce que c'est assez. Puis ils ont toutes leur manière, de leur capacité différente. Donc, ça prend quand même une bonne connaissance à ce niveau-là. Mais pour faire à travers Copilot Studio, c'est assez simple. Ça me permet aussi donc d'avoir des agents qui ont votre propre direction. Vous pouvez donner de l'information plus spécifique qui est liée à votre entreprise. On en a créé quelques-uns. On vous en présente, je pense, un peu plus tard. Là, Fred, là, je pense que tu vas parler de l'agent Jean. À ce moment-ci, c'en est un. Je brûle des punchs déjà. Euh, c'est ça, on ne parlera pas de temps de plus que ça, mais il y a des accès dans ces portails-là, là, comme sur tout ce qui est vos autres applications. Donc, tout l'accès au reste de M365, parce que Microsoft voulait quand même, s'il vous porte dans cette suite-là, ben, de vous laisser accès à vos restes de vos applications, mais des accès à tous vos favoris, chose qu'il n'y avait pas avant. Puis je trouve que c'est quand même intéressant, disponible. Moins IA, mais quand même lié à tout ce qui est M365. Ce que j'aime bien particulièrement, c'est l'autre slide d'après, c'est la suite créative. Donc, c'est vraiment le contexte où on vient avoir la puissance de l'IA ou de copilote, mais à travers beaucoup d'éditions d'images. Donc, créer des visuels en quelques secondes à partir d'une description. Donc, c'est quand même très efficace. Puis ça nous permet d'avoir un contexte qui est personnalisé aussi. Donc, vous pouvez mettre vos propres couleurs, votre propre brand kit qu'on appelle, puis devenir un peu générer de l'information visuelle surtout rapidement, même de venir l'éditer par la suite, faire des sélections, dire ah ben je viens de générer cette image-là, mais je change son style graphique et ainsi de suite. Puis il y a manière de se perdre là-dedans, dans le sens que si tu n'es pas un designer comme moi, ben, d'avoir vraiment beaucoup de plaisir là, à ce niveau-là, de chercher ça. Pas trop, faut pas tomber dans la perte de temps et dans le gain de temps, mais des fois, ça peut être le fun un peu. Ouais, mais à coup de pas, j'ai perdu un bon 45 minutes la première fois que je suis tombé là-dedans. J'ai comme fait wow, tu sais, puis écoute, ça va jusqu'à éditer le texte sur les images, tu sais, fait que c'est vraiment puissant. Puis ouais, ouais, quand on rentre dedans, c'est un peu comme un rabbit hole, comme on dit, là. C'est vraiment pas juste de la génération d'images traditionnelle comme on voit dans ChatGPT. C'est vraiment, on fait un projet, puis on itère, on travaille sur le projet de façon itérative, puis on garde des sauvegardes aussi de ce qu'on a fait. Donc, c'est vraiment une belle suite. Mais on vient souvent de proposer à des départements comme de communication ou de RH pour s'assurer surtout de faire, oui, de la personnalisation visuelle, s'assurer que ce soit intéressant, mais aussi de la validation, de l'accessibilité, de la conformité, s'assurer comme quoi on a un contexte qui est adapté à tout le monde dans notre organisation. Donc, c'est vraiment un outil qui nous permet de faire toutes ces choses-là, mais au sein même de notre environnement, sans jamais quitter. Toute la force de ces outils-là, c'est que jamais on quitte Microsoft, jamais qu'on quitte notre environnement. Donc, je pense que c'est un point non négligeable à venir considérer. Oui, puis j'irais jusqu'à même un peu plus loin en disant que jamais les données quittent le Canada, Oui, ce qui est une notion très importante pour beaucoup de nos clients, puis incluant nous aussi. Donc, on reste très local, très compliant, si on peut dire en bon français, avec la loi 25 puis tout. yes. OK. Ah, mon outil favori ou presque. Oh là là, tu me touches, Joël. En fait, on vient parler aussi de tout ce qui est notebook, donc tout ce qui est organisé, des notes
qu'on avait. Donc, si vous connaissez Loop, qui est un outil qui fait quelques années, maintenant, qui s'est sorti, mais ça reste quand même un peu le plus récent de la suite M365. Copilot nous offre l'opportunité de créer des loops comme collaborativement avec lui. Donc, on a un endroit où on peut avoir l'entièreté de nos pages, puis on peut même chatter avec Copilot pour qu'il nous aide à créer ou prendre nos notes ou même interagir avec nos notes avec lui. Donc, c'est un outil qui est quand même vraiment intéressant parce que souvent, prendre des notes tout seul ou, mettons, faire un brainstorm tout seul, c'est beaucoup moins efficace. Ça serait comme qu'on a juste quelqu'un pour bouncer nos idées, vient genre générer un autre type de réflexion. Fred, parle-nous un peu comme de ton expérience. Je pense que Ouais, tu es un heavy ben, user. oui, j'utilise quand même beaucoup Loop, je suis un grand fan, mais je transfère vers le Notebooks parce que dans le fond, quand tu crées un Notebook, moi souvent je vais l'utiliser comme pour un projet, j'ai un projet pour un client ou quelque chose, puis je vais prendre mes notes dedans ou je vais prendre mes besoins, qu'est-ce que j'ai besoin comme intégrateur IA pour faire ce projet-là ou les coûts des licences, puis je fais mes estimations un peu, puis après ça, avec les différentes pages que je me crée de notes qui sont très bien organisées, je peux aller chatter directement avec Copilot dans mes notes, peut-être lui dire juste Hey, prépare-moi un rough, un draft de courriel qui va inclure tu sais, toutes les notes que j'ai prises dans cette page-ci, cette page-là, puis cette page-là. Il fait un beau ramassis au lieu que j'aille besoin de tout flipper mes pages. Ben, vraiment, il m'écrit un beau draft, il inclut tous les besoins, exemples que j'avais énumérés dans mes notes. C'est vraiment très cool. Puis, ouais, on peut l'utiliser à plein de sauces, mais personnellement, quand je pars un nouveau projet, je vais me partir un nouveau notebook. Puis, à un moment donné, quand tu es rendu avec trop de pages, ça devient pratique juste de chatter avec tes notes, basically. Ouais. Ça, c'est un outil qu'on vous encourage fortement à tenter d'utiliser. Il offre même des tips, là, des astuces à l'intérieur de cet outil-là, mais ça va vraiment révolutionner la prise de notes. Et c'est aussi de la prise de notes collaborative, Fred, parce que tu sais, un loop, ça se partage quand même très bien avec des composants internes. Donc, c'est vraiment quelque chose là. OK, parfait, on continue. Ici, on tombe ici sur le contexte aussi où ce que Copilot, on vous parle de l'intégration sur tout ce qui est M365. Cheyenne, tu peux passer à la prochaine, s'il vous plaît, merci, yes. Puis, mais on a un contexte aussi où ce que Copilot devient un outil pour créer des processus métiers. Quand on dit processus métier, c'est toute l'automatisation, toute la suite Power ici à droite, dont on parle Power Automate, Power BI, Power Apps. Puis à ce moment-ci, on a même créé une publication Nexus. On vous laisse le lien directement là, que vous pourrez accéder, puis avoir beaucoup d'informations là. C'était même lié à un webinaire qu'on a fait par le passé. Donc, on vous invite à le consulter et à nous en parler si jamais vous voulez avoir plus d'informations. Super. Ah, qu'est-ce qu'on fait après? Comment on va plus loin? Qu'est-ce qui nous attend à la prochaine slide? Et voilà, des agents personnalisés. Ben, des agents personnalisés. On beurre là, le terme agent depuis 12 mois, 24 mois. Un agent, c'est quoi exactement? Mais c'est simplement une entité qui va avoir des instructions qui vont lui être très précises, données. On appelle ça des instructions système la plupart du temps. Et puis, qui vont faire des actions très précises. Là, vous voyez, c'est c'est notre nouvelle mascotte, je pense, l'agent Jean. C'est un agent qu'on a développé chez Nexus pour aider nos project managers à développer leur backlog, écrire des user stories. Jean, il sait exactement ce qu'il a à faire en quelques étapes. Donc, tout ce qu'on a à dire à Jean, c'est étape 1, on lui donne un fichier, puis il est au courant de sa job. On n'a pas besoin de parler avec l'agent Jean. On a juste besoin de lui dire à quelle étape on est rendu. C'est un agent qui s'opère un peu comme une application, basically. Donc, on lui donne juste des petites commandes simples et puis lui, il sait quelle instruction exécuter à partir de ces commandes-là. Donc, un agent, c'est un peu ça. C'est très spécialisé. Puis, ça devient rapidement les assistants. Moi, je suis rendu avec mes agents, c'est des amis. C'est des amis. Puis, regarde, l'agent Jean, en plus, il est tellement cool. Il a l'air un petit peu, il a l'air un petit peu fin finot, par exemple, avec ses petits yeux. Là. Il est sur le bord de faire un mauvais coup, mais bon, ça doit être parce que c'est moi qui l'ai développé avec mon collègue Francis, qui est aussi tannant que moi. Mais
avec tout ça, il y a quand même des pièges à éviter parce qu'avec votre licence copilote, vous allez pouvoir créer des agents personnalisés. Chacun de vos employés vont pouvoir faire leurs petits agents qui vont les aider soit à écrire des courriels ou à faire peu importe le process, leur travail qu'ils ont besoin d'accélérer. Mais dans les pièges à éviter, c'est justement de laisser tout le monde faire un agent pour un même business process. Donc, vous avez, exemple, je ne sais pas, un business process comme l'agent Jean, justement, il y a 7 à 10 employés chez nous qui ont besoin de faire tous la même action. On veut que ces employés-là aient tous les mêmes résultats. Donc, les pièges à éviter, c'est que chacun parte dans son silo puis qu'il fasse son petit agent personnalisé, puis que tout le monde arrive avec des réponses différentes pour un même process d'entreprise. C'est ce qui nous amène peut-être à notre prochaine slide, où ce qu'on va vous parler de Copilote Studio. Dans le fond, Copilote Studio, c'est quoi? C'est comme une shop, un laboratoire, une place où est-ce qu'on fabrique ces agents-là qui ont des instructions particulières, qui sont connectés sur un knowledge base, une base de connaissances bien précise, soit sur votre site SharePoint, soit des documents téléversés, wow, quel beau mot, uploadés directement dans l'agent et puis qui va être capable de répondre à des questions plus précises. Exemple que si on fait juste utiliser le general knowledge, comme on appelle habituellement. Fait que, tu sais, Copilot Studio, c'est une suite super puissante qui nous permet aussi de faire des agents qui interagiront pas nécessairement avec les utilisateurs, qui vont agir en background dans un flow de travail, mais ça va devenir des flows intelligents qui sont avec des agents. Fait que quand l'utiliser, c'est simple. Quand vous avez un business process qui a besoin d'être multiplié à plusieurs employés, que vous voulez garder une main sur la qualité, puis l'output, on rentre dans Copilot Studio puis on déploie ensuite ces agents-là aux employés qui en ont besoin. Une autre force de Copilot Studio, c'est vraiment la simplicité pour générer ces agents-là, mais générer la partie conversationnelle. Souvent, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient introduire des actions. Donc, on donne à ces agents-là des différentes actions qui sont, eux, gérées par d'autres agents. On les appelle un peu les agents plus de traitement logique ou de spécialisés. Ces actions-là sont, un peu comme Fred mentionnait, standardisées. Puis, ils peuvent être appelés, oui, par des agents Copilot Studio, mais ils peuvent être appelés par d'autres systèmes. Donc, ça nous permet un peu de standardiser la qualité, pas justement à travers juste les personnes qui utilisent le même agent, mais aussi à travers les différents systèmes. Question d'homogénéiser un peu le tout. C'est vraiment question de design ici, de s'assurer comme quoi que soit bien monté. Copilot Studio nous offre quand même des belles opportunités et des belles fonctionnalités pour le faire. Je peux parler de la prochaine slide, si tu veux. Parce qu'ici, à ce moment-ci, qu'est-ce qu'on vient faire? Là, c'est le petit graphique qu'on vous a montré précédemment, c'est vraiment une idée de comment on positionnerait une solution bien simple d'agent. Mais le développement IA ou le développement d'agents IA, ça se fait quand même très similairement au développement logiciel. Donc, on vient identifier les besoins d'affaires puis le processus. On vient utiliser les bons outils. Tantôt, je vous disais, il y a quelques manières de créer des agents. Puis chacune de ces manières-là vont nous offrir des fonctionnalités qui sont distinctes. Puis de où tu vas pouvoir appeler l'agent, qui va pouvoir le faire, c'est quoi le contexte de paiement. Donc, il faut connaître ces informations-là, ces restrictions-là, ces limitations-là. Tantôt, Fred en disait, quelques petites restrictions par-ci, quelques petites restrictions par-là. Ça, ces choses-là, c'est une connexion qui sont quand même assez technique à ce niveau-là. Puis c'est là que souvent on vient appuyer nos clients pour choisir les bons outils. Bon, la mise en place, c'est assez rapide quand même mettre en place ce type d'outil-là parce qu'on veut s'assurer que les gens l'aient en main rapidement. D'où on fait après le retour avec nos utilisateurs, puis on vient raffiner ces résultats-là. On vient s'assurer comme quoi que ça devient de meilleur en meilleur au fil du temps. Je ne parlerai pas plus de tout ça, mais ça reste quand même que c'est des projets qui sont quand même assez rapides à mettre en place, mais qui ont un bon retour sur l'investissement. Super, merci Joël. Je vais embarquer avec la conclusion, avec le récapitulatif. On a dit beaucoup de choses, donc je vais pas forcément les répéter, mais je vais répéter les points clés en fonction des 3 grandes sections. Donc, si vous n'avez pas encore de licence, on vous conseille fortement, avant de vous lancer, de préparer votre environnement avant l'activation
pour sécuriser tout ça avec ce que Fred et Joël vous ont présenté. Ensuite, dès que vous avez vos licences, n'hésitez pas à former et à accompagner vos utilisateurs pendant l'utilisation pour justement exploiter les fonctionnalités natives et puis rentabiliser justement votre investissement. Et puis enfin, si vous voulez aller plus loin, puis vous démarquer dans votre utilisation de l'intelligence artificielle pour en faire justement un véritable avantage qui va être concurrentiel pour votre organisation, eh bien, n'hésitez pas justement à aller exploiter, explorer le volet de la personnalisation avec Copilot Studio pour créer vos agents. Donc, par rapport à tout ça, justement, Fred, Joël, est-ce que vous pouvez nous faire un petit parallèle sur la façon dont Nexus peut nous aider, peut aider les personnes qui nous écoutent? On peut assurément faire ça. En fait, on essaie de montrer aujourd'hui quelques points qui sont plus liés à notre expertise technologique, mais il y a beaucoup de points qui sont associés à la stratégie d'affaires. Donc, Nexus vient avant même là, de tomber dans la technologie, puis on vient se poser la question avec vous, est-ce qu'on essaie d'attaquer le bon problème, puis on vient cadrer vos besoins avec vous? Il n'y a aucun projet qui ne part pas de besoins d'affaires, de stratégie d'affaires. On s'assure de les remplir dans tous les cas, puis on a une stratégie d'affaires, en fait, une stratégie de projet pour ça. Le point le plus important, je pense, qui vient dans des solutions IA spécifiquement, c'est l'expérience utilisateur. Donc, l'expérience utilisateur, pour nous, c'est au cœur de à quel point est-ce que le projet va être un succès ou non. Parce qu'on peut faire le meilleur projet, la meilleure exécution du monde, mais s'il n'y a personne qui veut l'utiliser ou qui l'utilise, c'est pas un succès de notre côté. Et ni du vôtre. À ce moment-ci, on fait beaucoup de formation et adoption, puis c'est pour ça que beaucoup de nos leviers stratégiques, comme on présentait précédemment, viennent à être épauler les gens à utiliser la technologie qui est déjà ultra puissante et à leur disposition. Donc, on va juste un peu les accompagner là-dedans, principalement. On n'est pas une entreprise de formation ni d'adoption seulement, mais on vient surtout souvent donner ces premiers enjeux-là, ces premiers tips-là, puis ça fait partie de nos projets également. Oui, c'est important parce que c'est important de bien former nos utilisateurs parce que quand on livre un agent ou qu'on leur demande d'interagir avec l'IA, ben, une bonne gestion de nos prompts, de nos instructions, de nos questions en bon français, c'est plus qu'important. Donc, effectivement, la petite formation qu'on a montée peut devenir bien pratique. Puis, j'irais aussi un petit peu au-delà même de Copilot, si je peux me permettre en 30 secondes. Nexus, on ne fait pas juste du Copilot Studio aussi. Parfois, c'est pas assez pour des plus gros besoins en IA, donc des applications intelligentes, des choses comme ça. Bien sûr, il y a Microsoft Foundry qu'on utilise aussi lorsque les besoins de nos clients vont au-delà de ce que Copilot Studio peut apporter. Super, merci à tous les deux pour ces explications. On va passer maintenant aux questions. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Puis je vous passerai la balle pour y répondre. On va commencer avec la première qui serait, est-ce qu'un processus schématisé avec Figma ou Miro peut être utilisé par un agent copilote ou il faut absolument utiliser un outil de M365? Je prends dessous, tu y vas, Joël? Moi, je peux y aller sans problème. Je travaille beaucoup avec Miro de mon côté, donc si je fais le pont entre Copilot puis Miro est quand même assez facile à faire. En gros, c'est de l'interprétation d'images. C'est assez simple que de dire à Miro, voici de l'information de Copilot, ou inversement, de donner à Copilot un schéma Miro directement, puis dire, suis les différentes instructions. Tout va dépendre du processus qui est schématisé. Donc, c'est un peu du cas par cas, malheureusement, Pierre, à ce moment-ci. Ça va dépendre dans quel type d'utilisation. Par contre, j'ai jamais eu de problème à faire la transition d'un processus à même automatiser quelque chose directement dans Miro en lui donnant des instructions de base. C'est quand même quelque chose d'assez simple à faire. Il faudrait peut-être plus d'informations sur la raison ou le type de qu'est-ce que tu veux faire avec ton processus. Je pense que c'est vraiment là qu'on devrait pousser la réflexion. Mais c'est assez simple. Oui, puis j'ajouterais aussi que plus ça va, plus il y a de l'intégration avec l'IA, avec Copilot. Il y a des MCP servers maintenant, c'est un peu technique, mais au final, ça nous permet de se connecter sur plusieurs plateformes tierces qui sont carrément à l'extérieur de l'écosystème Microsoft, puis d'utiliser ces plateformes-là en discutant avec notre agent qui, lui, est connecté aussi dans les plateformes tierces. Oui, tout à fait.
Super, Ben, le poète. ouais, Ah, puis en vas-y, fait, Joël, pour excuse-moi. générer les user stories, là, c'est parce que Pierre vient de rajouter un contexte d'utilisation. C'est exactement ce que l'agent Jean fait, en fait. Il génère des user stories qui sont pour un peu élaborer sur c'est quoi le projet, que le projet serait. Euh, Puis on peut le baser sur plusieurs choses, dont un schéma Miro sans problème. Figma aussi, ça marcherait. Donc, il va faire l'interprétation de l'image, il va faire l'interprétation de la donnée, puis il va être capable de faire la transition. C'est aussi possible directement dans Miro, là, faire attention, parce que c'est peut-être de l'essayer aussi dans Miro. Je pense qu'il y a des contextes payants avec l'utilisation de IA. Je l'utilise aussi. Je pense que c'est vraiment intéressant de l'essayer. Mais je sais que Copilot le fait parce qu'on le fait avec l'agent Jean. Super. Réponse très complète. On va y aller avec une dernière question parce qu'on est un petit peu pris par le temps. Elle est assez large, mais je pense que ça va être bien pour clarifier un certain point que beaucoup doivent se poser. Quelle est la différence entre Copilot et Copilot Studio? Je peux me lancer là-dessus. C'est assez simple. Copilot, dans le fond, c'est le copilote qui vous accompagne un peu partout. Copilot Studio, c'est la shop où on fabrique des agents. On va souvent voir Copilot comme il s'intègre avec toute la suite. Puis Copilot Studio, comme on fabrique des petits agents qui viennent couvrir d'autres besoins plus spécifiques que le Copilot M365 qui va aller se connecter dans toute la suite Office, exemple. Puis même, je C'est pense, très dans clair. Copilot Studio, en fait, on peut aussi étendre les capacités de Copilot M365. Ça fait beaucoup de copilotes, on s'entend. C'est ça, c'est mêlant un petit peu, mais ouais, Copilot Studio, on les fabrique. Puis c'est pas mal ça, là. Ouais, c'est ça. Le marketing de Microsoft ont décidé d'appeler tout copilote, puis après ça, Ouais. c'est à nous d'aller démystifier ça. Ouais. Mais en tout cas, ton explication est bien claire, puis je pense que le message y est passé. On va s'arrêter là pour les questions. Si jamais il y a des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde, n'hésitez pas à nous écrire directement à l'adresse qui est affichée sur l'écran, info@nexusinno.com, ou vous pouvez aussi nous contacter via le formulaire contact sur notre site web. Là, ça va nous faire plaisir d'y répondre au cas par cas. Donc, voilà qui est dit. Merci à tous d'avoir été avec nous jusqu'à la fin du webinaire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter ça avec toi, Fred, puis avec toi, Joël. Là, c'était vraiment quelque chose de très complet. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on vous souhaite un bon jeudi. Bye!